Bonjour, merci d'être venus nombreux. Les éditions Chandelle sont membres des éditeurs associés. On est très contents de lancer ce festival Raccord. Et donc, comme Raccord fait partie aussi des éditions Chandelle, ça fait partie des secondes Chandelle. Voilà. Je suis aussi très heureuse d'être ici à la Bibliothèque Buffon, puisque je crois qu'historiquement, la Bibliothèque Buffon a un fonds lusophone, c'est-à-dire de langue portugaise, qui est assez important. Et les éditions Chandelle ont un lien très important à la langue portugaise, au Portugal, au Brésil et à l'Afrique lusophone, c'est-à-dire Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé et Prince, Mozambique, et puis encore quelques petits pays, quelques Timor et quelques autres comptoirs, disons, qui restent avec un titre historique lié à la langue portugaise, mais pas seulement. Donc notre histoire, en fait, c'est nous avons créé les éditions Chandelle en 1992, Michel Chandelle et moi-même. Donc Michel Chandelle étant en fait un libraire qui a créé sa librairie déjà en 1986, librairie portugaise et brésilienne, rue Tournefort, et qui maintenant se trouve rue de l'Estrapade et nous a laissé son local pour les éditions Chandelle et les éditeurs associés. Et historiquement, donc Michel Chandelle était en fait un peu typographe. On avait une presse à bras où on faisait les livres au plomb. Et donc vous avez vu la gravure qui est déjà passée. Et que l'on avait reproduite sur notre façade en azulejo, qui est l'art portugais par excellence, qu'on trouve aussi dans d'autres pays, mais qui est l'art portugais aussi par excellence. Le premier livre que l'on a publié, c'est La frontière de Pascal Quignard, qui nous a valu la première page du Monde des livres en 1992. C'est un peu plus difficile d'avoir la première page du Monde des livres maintenant, mais on y arrivera à nouveau. Et donc c'est un texte, vraiment on a très très bien commencé, on continue toujours aussi bien, mais c'est un texte qu'il faut absolument avoir dans les bibliothèques en grand format, parce que c'est vraiment un livre magnifique sur un des plus beaux palais de Lisbonne, avec une très belle fiction comme Pascal Quignard sait les faire, courte, sur le 17e tournant du 18e, période baroque, voilà. Mais donc, sinon, notre grande collection, c'est la collection Magellan, ce sont les récits de voyage. Alors là, on sort du monde aussi lusophone. C'est les récits de voyage du 15e au 18e siècle, avec des grands textes que le voyage de Magellan. On a fait l'édition de référence, c'est-à-dire que tous les autres livres, ça franchement, sans modestie, tous les autres livres sur Magellan sont remplis d'erreurs. Et là, je pense qu'on a fait quand même une édition qui n'est peut-être pas définitive, parce qu'il y en aura d'autres, j'espère, d'autres recherches, mais c'est quand même l'édition de référence sur Magellan, sur ce voyage très important, avec tous les documents, tous les textes que l'on connaît sur le voyage de Magellan, toute l'iconographie, beaucoup de cartes. Voilà. Et dans cette collection, bien sûr, on publie beaucoup d'ouvrages sur l'Amérique, sur l'Afrique. On a beaucoup de textes sur l'Afrique. Il y a ce texte qui est magnifique de Cadamosto, qui est le premier texte qui raconte la rencontre entre Européens et Afrique noire. Donc, dans la découverte de la côte africaine. C'est un texte très court, c'est le livre peut-être le plus mince dans la collection Magellan, mais que l'on peut mettre entre les mains de tout le monde. Ce serait un très beau livre aussi à faire lire aux plus jeunes sur cette rencontre entre, disons, blancs et africains. Et plus récemment, on a fait évoluer la collection Magellan, parce que comme on est déjà à 50 volumes, on a fait évoluer vers une collection qui serait la Magellan découverte. Et là, ce sont des récits de voyage. Là, par exemple, c'est tous les textes sur le Japon, avant l'arrivée des Européens, et après les premiers textes, les premières cartes, comment peu à peu le Japon s'est formé, comment on l'a connu. Donc, du petit embryon dans les cartes, comment il s'est formé, et on l'a mieux en fait dessiné au fur et à mesure au XVIIe siècle. Donc ça, on a fait plusieurs ouvrages aussi sur le Japon, dont Européens et Japonais, qui est un petit texte qu'on avait fait d'abord dans la collection Magellan, mais que l'on a repris dans la collection Lusitane, et qui est une petite merveille, où c'est un texte du père Luís Freud, un jésuite du XVIe siècle, donc qui après a été expulsé comme tous les Européens ont été expulsés au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle du Japon, et où il compare
de façon binaire, européen et japonais. Donc, c'est-à-dire on apprend autant sur les japonais que sur nous-mêmes, avec une petite introduction de Lévi-Strauss, et c'est vraiment un texte, toujours en face, par exemple, comment les japonais, nous les européens, on a les larmes qui tombent sur le côté, les japonais sur l'intérieur. Ça va vers les petits détails comme ça, mais c'est toujours de façon binaire sur les enfants, l'éducation, la guerre, les armes, les arts, la religion. Et donc en 16 chapitres comme ça. C'est vraiment un petit texte merveilleux sur le Japon. On aime beaucoup le Japon, l'édition Chandelle. Voilà, donc européen et japonais. Dans cette collection qui est la collection Lusitane, donc on publie aussi toutes sortes de textes, soit de littérature, soit sur les pays de langue portugaise. Donc on a publié une histoire du Portugal, européen et japonais, une histoire du Brésil, dont il va être beaucoup question les prochaines années, avec le mondial, le salon du livre de l'année prochaine qui aura comme thématique Japon, les Jeux Olympiques, on va parler du Brésil, non, Japon, là je confonds, Brésil, pendant plusieurs années. Bon, c'est un pays qui vaut la peine vraiment qu'on s'intéresse à lui. Et donc on a aussi publié pas mal de littérature. Donc on est parmi les éditeurs de Nyakuto, qui est un des auteurs les plus intéressants peut-être de langue portugaise actuelle, mais qui est un auteur mozambicain. Donc il est très bon dans la forme courte, plus que dans le roman, on trouve. Et Tombe au fond de l'eau est un tout petit roman, qui est un petit bijou à lire absolument, et plutôt pour adultes. On a publié aussi de Nyakuto en jeunesse Le chat et le noir, avec des illustrations de Stanislas Bouvier, et dont on a fait déjà plusieurs éditions. Et par contre, celui-là, donc, qui est à plusieurs niveaux de lecture et qui peut commencer pour les plus jeunes. Et bien sûr, les Maya de Sete Queiroz, que même tous les Portugais reconnaissent comme être le chef-d'œuvre de la littérature portugaise, qui est un grand roman qui donne un portrait de Lisbonne, et on suit l'histoire d'une famille au 19e tournant 20e. Et c'est Sete Queiroz, c'est avec, disons, Pessoa et peut-être Camões, les grands auteurs de la langue portugaise. Voilà, absolument à lire tous. Et donc, on continue toujours dans notre collection Lusitane. Là, on vient de faire évoluer notre... parce qu'on n'était pas très sûr, c'est-à-dire on cherche, aux éditions Chandelle, en fait, on compose tout nous-mêmes, on fait tout nous-mêmes, sauf l'impression. Cela vient sans doute d'une part déjà de l'attachement initial par la typographie, puis après on est passé à l'informatique, mais on passe beaucoup de temps et on a transmis certaines choses effectivement que l'on savait par la typo, on passe beaucoup de temps à composer une page, à faire attention à ce que ce soit équilibré, au traitement des images, donc on passe beaucoup de temps sur chaque livre, on ne pourrait pas le faire si ce n'était pas fait en interne, hein, parce que s'il fallait externaliser, comme on dit, ce travail, on ne pourrait pas travailler comme on fait. Et donc on passe sur certaines collections, comme la collection Magellan, où on a pu définir des maquettes très vite. Sur la collection Lusitane, on a beaucoup hésité. Mais maintenant, en fait, on a deux maquettes, qui est celle-ci, puis une autre qui est déjà passée. L'exercice est très cruel. Mais vous pourrez voir donc la nouvelle maquette avec, par exemple, le livre Les 100 pas d'Alberto Etter, qui est exposé ici. On a donc aussi travaillé, pas que littérature, histoire, récit, voyage, donc des histoires aussi, par exemple, une histoire du fado. On a fait aussi, pour plus étrange que ça puisse paraître, quand on l'a fait, tout le monde nous a regardé un peu de travers, mais c'est très intéressant, une histoire du football au Brésil, qui est née de façon sociologique, parce qu'à travers le football, on peut parfaitement suivre l'histoire du Brésil du 19e siècle à nos jours. Et donc on a fait une histoire du fado avec un DVD. Un DVD, non, avec un CD, qui est un CD de fado qu'on a enregistré à Lisbonne, dans les bistrots de Lisbonne, et c'est le vrai fado. C'est pas le fado commercial, hein, c'est le fado tel qu'il est chanté et qui est le genuine, comme on dit en portugais, le vrai, chanté par tout le monde. Bon, c'est-à-dire, les gens savent reconnaître quand même ce qu'est le bon fado, du mauvais fado. On peut huer dans les bistrots, mais là, on a pris des bons fadistes. Voilà.
notre collection Péninsule, dans laquelle on sort un peu du monde lusophone, même s'il y a toujours des liens. Là, c'est sur des confrontations de religions, mais en fait dans les religions plutôt monothéistes. Et donc là, c'est toujours quand même en partant de la péninsule ibérique. Là, c'était un ensemble de textes de Yosef Haïm Yerushalmi. Et ce sont vraiment des textes très importants sur l'histoire du maranisme et de la présence du judaïsme au Portugal, puis après dans la diaspora. Et ainsi, on a publié aussi une histoire du judaïsme des juifs portugais. C'est la première synthèse qui existe, parce qu'on a tendance un peu à tout confondre. On pense que quand on parle judaïsme séfarade, on pense péninsule ibérique, on pense Espagne, mais il y a une spécificité du judaïsme au Portugal, et qui est vraiment la diaspora au Portugal est bien différente. C'est-à-dire que quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne, une partie est allée au Portugal. Et après le roi Don Manuel en 97, il était question de l'expulser pour pouvoir épouser justement une des filles des rois catholiques. Mais lui, comprenant qu'il y avait un intérêt à garder cette population du Portugal, les a forcés à un baptême. Ça a été un baptême forcé. Donc il y en a quelques-uns qui ont réussi à sortir du pays. Et la plupart ont dû rester convertis, c'est ce qu'on appelle les nouveaux chrétiens. D'où après cette population qui est restée, l'acquisition qui s'est créée au XVIe siècle, qui a été féroce, parce qu'on considérait qu'il n'y avait pas de conversion sincère, et puis une population qui est restée, qui a continué donc à pratiquer de façon secrète, et on a retrouvé au début du XXe siècle des communautés maranes cachées, donc qui pratiquaient secrètement avec des pratiques un peu mélangées entre christianisme et judaïsme. Donc là, on a développé et publié pas mal d'ouvrages sur le judaïsme, mais aussi sur confrontation musulmans, chrétiens, mais aussi plus tard dans la présence au Japon entre bouddhisme, christianisme et on va publier dans cette collection bientôt aussi un livre sur les chrétiens cachés du Japon. Après, on passe à la jeunesse. On a développé pas mal, à partir de 2000, plusieurs ouvrages jeunesse, mais donc soit liés au monde portugais, soit patrimonial. Et donc, on avait commencé par le roman de la Renarde, qui est un texte, en fait, une version portugaise du roman de Renard, illustré par Benjamin Rabier. On a fait donc le Chat et le Noir que vous avez vu là, donc dans ce format carré. Et là, on fait des textes en fait littéraires, de très bonne tenue littéraire, toujours illustrés par des artistes que l'on aime bien, mais que l'on peut mettre donc entre les mains des plus jeunes, mais aussi qui sont des vrais textes littéraires pour les adultes, et donc qui sont des vrais textes de partage. Et donc, on est passé aussi à l'album, mais en passant par Vieira da Silva, parce que ça, c'est son premier ouvrage quand elle est arrivée en France. Elle a fait pour la galerie Jeanne Bucher. C'est le seul livre qu'elle a fait pour les plus jeunes, et c'est peut-être le moins abstrait, avec une histoire et avec des petites planches à découper. Le livre devient en fait une pièce de théâtre. C'est vraiment un petit bijou. Et ainsi, on a continué, on a fait d'autres albums, mais toujours dans le patrimonial. Et puis, plus récemment, on a aussi ouvert vers le cinéma. Là, par exemple, on sort du monde portugais, puisqu'on a fait un travail autour de la famille de Satyajit Ray, où ils ont tous travaillé pour la jeunesse, puisqu'ils ont créé la première revue pour enfants en Inde. Le père de Satyajit Ray était le Lewis Carroll indien, et Satyajit Ray a beaucoup écrit aussi pour la jeunesse. Et en 1968, il adapte un conte de son grand-père qui est très connu en Inde, qui s'appelle Les aventures de Gopi et Baga. Donc dans le livre, on réunit les trois générations. On met le film où il adapte le conte du grand-père, et puis l'illustratrice s'est inspirée du film pour illustrer l'ensemble des trois générations. Donc c'est en fait une boucle, et donc on passe du texte à l'image animée, et ainsi on tourne en rond avec bonheur. Et puis là, c'est le tout dernier qu'on vient de publier. Là, c'est un petit roman jeunesse de Ana Maria Machado, qui est parmi les grands auteurs brésiliens pour la jeunesse. Et là, on a pris un petit format différent, mais toujours illustré. Et on a créé aussi une petite collection
un peu parallèle, qui ressemble un petit peu moins à du Chandelle. Donc on l'a appelé du Tamanoa. Ce sera un petit peu plus graphique. Et là, on l'a réalisé en fait avec Lydia Godin-Chakrabarty, qui nous a apporté la trilogie de Satyajit Ray. Et là, donc ça, c'est un de nos grands succès de librairie. On l'avait fait une première version en sérigraphie, et là, on vient de le faire en version un peu plus maniable, sur laquelle les enfants peuvent baver, peuvent mordre et tout, tester et tout. Et donc, on a Papa d'un côté et Maman de l'autre. Donc, vous avez Maman qui se développe, un fruit qui devient en fait une maman. Maman, c'est ma maman, et de l'autre côté, c'est le papaye. Alors, pour la petite anecdote, j'ai un surplus, oui, j'ai un surplus, parce que j'étais la première. On avait une demande d'achat de droits pour cette maison d'édition américaine très connue qui fait cette revue, le New Yorker et tout. Et ils voulaient en fait quand même censurer pour pouvoir publier au Japon, aux États-Unis. Il fallait couper le zizi du papa. Et donc là, on a dit que nous n'acceptions pas la censure. Il n'y aura pas d'édition américaine. Merci.